Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Kenya marche contre l'enrôlement illégal de jeunes hommes pour la guerre en Ukraine. En Ouganda, 43 étudiants ougandais rapatriés après avoir fui les bombardements. Et puis au Liban, plus de 80 000 déplacés après des frappes israéliennes dans le sud du pays et les banlieues sud de Beyrouth. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Démarrons par cette actualité. Dans la ville de Kano, au nord du Nigeria, un projet inédit permet à des femmes de conduire les tuk-tuk électriques. Cette initiative offre aux participantes un nouveau moyen de transport et une source de revenus. Certaines femmes comme Ouma Ani Youssouf Kali, mère divorcée de 2 enfants, ont rejoint le programme et commencent à conduire ces véhicules dans la ville. Le projet s'inscrit dans le cadre d'une politique visant à améliorer l'autonomisation économique des femmes dans la région. Plus de détails dans cet élément. Depuis plus d'1 an, Ouma Hani Youssouf Khalid a trouvé une relative stabilité financière en tant que conductrice de tuk-tuk à Kano, la principale ville du nord du Nigeria. Cette mère de 2 enfants, divorcée, ne se laisse pas intimider sur la route au volant de son triporteur électrique rose. Avant, j'étais conciliante. J'essayais toujours d'apaiser les conflits. Mais j'ai fini par comprendre que quand on se montre poli, les gens en profitent, surtout en cas d'accident. Si vous restez sans rien dire, on vous reprochera tout. Mais lorsque vous vous montrez ferme et forte, votre interlocuteur devient plus raisonnable et reconnaît les dommages causés à votre véhicule. Ces véhicules compacts, aussi appelés kéké au Nigeria, sont importés d'Inde. Ils offrent de nombreux avantages qui en font une alternative intéressante aux voitures et aux motos traditionnelles. Nous avons lancé l'idée que les femmes puissent conduire des tuk-tuk tout en utilisant une nouvelle technologie sans essence, vu la hausse du prix du carburant.
On entend sans cesse parler du réchauffement climatique. C'est pourquoi, même modestement, il nous a semblé important de contribuer à réduire ce problème. Les Kékéros ne transportent que des femmes et pratiquent des tarifs moins élevés que leurs concurrents jaunes. Le contexte religieux et culturel de Kano décourage la mixité entre hommes et femmes dans les taxis. Nous avons choisi ce tuk-tuk parce qu'il n'y a pas d'hommes à l'intérieur. Nous sommes entre femmes, donc il n'y a aucun inconvénient. C'est un bon moyen de transport et nous l'apprécions. Grâce à des contrats location-vente, ces conductrices de kéké deviennent peu à peu propriétaires de leur véhicule. Avec 200 femmes prêtes à rejoindre l'initiative, le projet contribue à faire évoluer la mobilité vers des solutions. À Nairobi, la capitale du Kenya, des manifestations ont été organisées pour dénoncer l'enrôlement illégal des jeunes hommes envoyés combattre en Ukraine. Les manifestants, composés de familles et de proches de jeunes concernés, scandent des slogans et demandent aux autorités de ramener leurs proches. Selon les participants, plusieurs jeunes auraient été recrutés sous de fausses promesses et se retrouvent désormais sur le front. Les marches ont rassemblé des centaines de personnes dans les rues de la capitale. Plus de détails dans cet élément. Dans les rues de Nairobi, capitale du Kenya, ces manifestants scandent des slogans, demandant aux autorités de ramener leurs proches à la maison. Famille ou amis, ils connaissent tous un homme bloqué sur le front en Ukraine, après avoir été trompé par des promesses d'emploi en Russie. Ils ont aussi adressé une pétition au Parlement pour l'interdiction du recrutement de ces jeunes hommes. Nous exigeons que le gouvernement kényan mette fin à son silence et s'exprime sur cette question. Le gouvernement kényan est impliqué. Nous l'exhortons donc à rencontrer les familles aujourd'hui ou immédiatement afin que nous puissions rapatrier tous les Kenyans se trouvant en Russie, qu'ils soient vivants ou morts. Les familles réclament aussi l'arrestation et l'inculpation des personnes responsables des processus de recrutement pour traite d'êtres humains, recrutement forcé et violation du droit international humanitaire et du droit du travail. À ce jour, 2 Kenyans ont été inculpés de traite d'êtres humains dans cette affaire. Les familles ont aussi brandi des photos de leurs proches portés disparus. Nous n'avons rien à voir avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas de guerre entre le Kenya et la Russie. Et nos fils n'ont même pas suivi d'entraînement militaire. Ils n'ont même pas suivi d'entraînement policier. On ne peut pas s'entraîner pendant seulement 1 ou 2 semaines et ensuite rejoindre l'armée russe. Une armée de cette nature et de cette envergure. En février, le gouvernement a déclaré que plus de 1000 Kenyans avaient été recrutés pour combattre pour la Russie en Ukraine et qu'au moins 89 Kenyans se trouvaient toujours au front. Il a aussi confirmé un décès. Un groupe de 43 étudiants ougandais a été rapatrié d'Iran après avoir fui la campagne de bombardement menée par les États-Unis et Israël dans le pays. Les étudiants ont été évacués vers leur pays d'origine jeudi. Reportage à suivre. Ils sont rentrés traumatisés. Ce jeudi, un groupe de 43 étudiants ougandais a atterri à l'aéroport de Kampala. Ils racontent la peur et l'inquiétude qu'ils ont vécues ces derniers jours en Iran, ciblés depuis le samedi 28 février par des bombardements d'Israël et des États-Unis. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu, mais pour résumer, je dirais que c'était effrayant, traumatisant, et je ne souhaite à personne de vivre une telle expérience. Notre université, il y a un site près de notre université qui a été touché. Nous pouvions voir les oiseaux voler, nous pouvions entendre le sol trembler, nous pouvions entendre le sol vibrer. Nous étions tous effrayés, nous étions tous dévastés. Nous ne savions pas si nous allions nous en sortir. Maintenant, nous ne savons pas si nous allons rentrer, car à vrai dire, s'ils ouvrent le pays, nous allons rentrer parce que nous voulons terminer nos études. Les étudiants ont été évacués en bus jusqu'à la frontière turque, puis vers Istanbul, d'où ils ont pris un vol pour rentrer chez eux. L'Ouganda a précisé que les autorités turques avaient facilité l'évacuation en accordant aux étudiants des visas de transit. Ils sont au total environ 51 dans une université, mais 8 ont décidé de rester de leur plein gré. Le gouvernement était prêt à les ramener, mais ils sont restés. L'autre université compte 53 étudiants. Nous essayons de trouver un moyen de les aider à rentrer chez eux. Depuis le début des bombardements en Iran, plusieurs pays africains ont lancé des opérations massives d'évacuation de leurs ressortissants.
La journaliste burundaise Sandra Muhoza a obtenu une liberté provisoire. Elle avait été condamnée en janvier à 4 ans de prison par la justice burundaise. La remise en liberté permet à la journaliste d'atteindre la suite de la procédure judiciaire hors de détention, alors que sa situation reste suivie par les autorités nationales et internationales. Reportage à suivre. Détenue depuis avril 2024 et condamnée à 4 ans de prison en janvier, la journaliste burundaise Sandra Muhoza a bénéficié mercredi d'une libération conditionnelle selon sa défense. Elle avait été jugée en décembre par le tribunal de Ngonzi dans le nord du Burundi pour atteinte à l'intégrité territoriale de la nation et incitation à la haine raciale. Il lui était reproché d'avoir partagé dans un groupe WhatsApp privé des informations sur une distribution présumée d'armes par le gouvernement, selon l'Organisation de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières. Le Burundi occupe la 125e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Qui a été condamné le 16 décembre 2024 à 1 an et 9 mois, tout simplement une information concernant. Au Soudan du Sud, plusieurs soldats sont accusés d'avoir tué plus d'une vingtaine de civils dans l'état du Jonglei le mois dernier. Plus de détails dans cet élément. Le Soudan du Sud annonce l'ouverture d'une procédure militaire après un massacre de civils. Plusieurs soldats ont été arrêtés et seront traduits dans une cour martiale selon l'armée sud-soudanaise. Ils sont accusés d'avoir tué au moins 21 civils le mois dernier dans le comté d'Ayod, dans l'état du Jonglei. Parmi les victimes figuraient surtout des femmes et des enfants. Une enquête interne affirme que les attaques ont été commises par des éléments de la milice Agwelek, ce groupe armé placé sous l'autorité du général Johnson Olonitabo a récemment été partiellement intégré à l'armée nationale. Les soldats mis en cause auraient quitté leur position sans autorisation avant de s'en prendre à la population. Cette affaire survient dans un contexte de fortes tensions entre factions rivales dans la région. Les autorités religieuses appellent désormais le gouvernement à protéger les civils et faire toute la lumière sur ces violences. Par ailleurs, le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, effectue une visite officielle en Russie. Les discussions entre les deux pays portent sur la coopération sécuritaire et énergétique, ainsi que sur d'autres sujets bilatéraux. La visite intervient alors que la Centrafrique renforce ses partenariats internationaux dans le domaine de la sécurité et du développement énergétique. Suivons ensemble. La question sécuritaire était au cœur de la récente rencontre entre les présidents Faustin-Archange Touadéra et Vladimir Poutine. En visite à Moscou, le chef de l'État centrafricain a plaidé pour le renforcement des partenariats stratégiques dans plusieurs secteurs, dont celui de l'énergie. Merci. Ce nouveau mandat de 7 ans encore nous donne l'opportunité de renforcer notre coopération déjà dans le domaine de la sécurité, mais aussi des thématiques que vous avez mentionnées, notamment l'économie et les autres aspects, l'éducation, les questions humanitaires et autres. Et je voudrais également vous saluer et vous remercier pour le don en produits d'hydrocarbures qui, à un moment très difficile, a permis donc à la République centrafricaine de régler les problèmes de ce secteur qui sont des problèmes importants pour l'économie et pour la paix dans le pays. Et nous souhaitons, évidemment, dans nos discussions, que nous puissions aborder l'occasion, ou tout au moins la possibilité d'un revolving de cette question. Depuis 2018, ce partenariat est présenté par Bangui comme un gage de stabilisation et de reconquête de sa souveraineté. Quant à Moscou, il s'agit d'un point d'ancrage stratégique en Afrique centrale. L'île Maurice menace de saisir la justice contre le Royaume-Uni
en raison du retard dans la ratification de l'accord concernant l'archipel des Chagos. Cette annonce a été faite par le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam qui a précisé que le pays pourrait recourir à des démarches judiciaires afin de faire avancer le dossier. L'affaire concerne la souveraineté de l'archipel et les droits des populations locales. Suivons plutôt. L'île Maurice envisage d'engager une action en justice contre le Royaume-Uni en raison du retard dans la ratification de l'accord portant sur l'archipel des Chagos. Le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam indique que son gouvernement a entamé des consultations avec des cabinets spécialisés en droit international. L'accord négocié prévoit que Londres cède la souveraineté des îles Chagos à Maurice, tout en conservant l'usage stratégique de la base militaire de Diego Garcia, exploitée conjointement avec les États-Unis. Mais le processus est aujourd'hui enlisé. Le texte reste en cours d'examen au Parlement britannique et fait l'objet d'une pression politique croissante, notamment après les critiques formulées par Donald Trump, qui a reproché au gouvernement britannique d'avoir empêché l'utilisation de la base de Diego Garcia pour des frappes américaines contre l'Iran. L'accord inclurait également un volet financier. Le Royaume-Uni pourrait verser à Maurice jusqu'à 170 millions de livres par an, soit près de 35 milliards sur le siècle à venir. Au Liban, plus de 80 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile à la suite des frappes israéliennes visant le sud du pays et les banlieues sud de Beyrouth. Les centres d'accueil existants n'ayant pas suffisamment de places, de nombreuses familles sont obligées de passer la nuit dans les rues ou dans des espaces publics. Cette situation accentue la crise humanitaire déjà présente dans la région. Plus de détails dans cet élément. Plus de 83 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile après les frappes israéliennes visant le sud du Liban et les banlieues sud de Beyrouth. La plupart des écoles et des bâtiments réquisitionnés pour accueillir les déplacés sont déjà saturés, laissant de nombreuses familles sans solution d'hébergement. Les réfugiés ont investi des places publiques. Certains dorment dans leur voiture, d'autres à même le bitume. Mohamed Hussein, originaire de la banlieue sud de Beyrouth, espère être entendu par les autorités. Nous ne voulons rien. Tout ce que nous demandons, c'est que quelqu'un nous retire de la rue. Il y a des numéros à appeler pour les abris et chaque fois que nous appelons, on nous dit qu'ils sont complets. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous sortir de la rue. L'armée israélienne a appelé les habitants de toute la banlieue sud de Beyrouth à évacuer immédiatement pour leur survie. Israël mène une campagne de bombardement massif sur le Liban qui a causé la mort de 102 personnes, disant viser les installations et positions du Hezbollah. Les déplacés racontent avoir quitté leur maison dans l'urgence, souvent sans pouvoir emporter leurs biens. Pour beaucoup, la priorité reste de protéger les plus vulnérables. Quand nous avons quitté le sud, nous avons tout laissé derrière nous. Les enfants ne comprennent pas ce qui se passe pendant la guerre. Il faut trouver un endroit sûr pour eux, pas pour nous. Nous, les adultes, nous nous débrouillerons. Nous dormirons dehors, sous un escalier ou n'importe où. Mais ce n'est pas possible pour les enfants ou les jeunes femmes. Nous avons la responsabilité de les protéger. Face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire, le président libanais Joseph Aoun s'est tourné vers la France, demandant à son homologue français Emmanuel Macron d'intervenir auprès d'Israël. Une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. En Iran, le nom de Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême Ali Khamenei, est évoqué comme un possible successeur au poste de guide suprême. Cette information alimente les discussions politiques et stratégiques dans le pays, alors que la succession à la tête de l'État reste un sujet sensible. Suivons plutôt. Alors que l'Iran doit désigner le successeur d'Ali Khamenei, le nom de son fils Mojtaba Khamenei revient avec insistance. Il est présenté comme proche des gardiens de la révolution islamique, la force paramilitaire du pays. Parmi les candidats au poste de prochain guide suprême de l'Iran, il y en a un qui se démarque, Mojtaba Khamenei. Il est l'un des fils du guide suprême assassiné, l'ayatollah Ali Khamenei. Il a vu à la fois son père et son épouse tués lors de la frappe aérienne israélienne initiale samedi, qui a déclenché la guerre régionale à laquelle nous assistons aujourd'hui, impliquant l'Iran, Israël, les Américains et les pays arabes du Golfe. Mojtaba Khamenei est une figure plutôt discrète. Il est
est très peu connu du grand public. Il existe peu de photos ou de vidéos de lui. Mais on pense qu'il est très proche des gardiens de la révolution islamique, la force paramilitaire iranienne. Il était considéré comme une sorte de gardien d'accès, quelqu'un qui gérait le bureau de son père. Mojtaba Khamenei a été sanctionné en 2019 par les États-Unis, accusé d'avoir contribué à promouvoir les ambitions régionales déstabilisatrices de son père et ses objectifs répressifs à l'intérieur du pays. Il existe des inquiétudes car les analystes estiment que Mojtaba Khamenei est en réalité beaucoup plus radical que son père. Il prend la tête de l'Iran alors que le pays fait face à cette guerre et qu'il dispose d'un stock d'uranium hautement enrichi pouvant potentiellement servir à fabriquer une arme atomique. Son père affirmait toujours que l'Iran ne cherchait pas à se doter d'une telle arme, mais en tant que guide suprême, Mojtaba Khamenei pourrait émettre sa propre fatwa, c'est-à-dire une décision religieuse qui pourrait éventuellement l'autoriser à le faire. L'organe chargé de choisir le prochain dirigeant s'appelle l'Assemblée des experts. C'est un conseil composé de 88 religieux. Les Israéliens ont déjà bombardé un bâtiment lié à ce conseil, mais cela montre l'attention qu'Israël porte à la question de savoir qui sera le prochain dirigeant. Le ministre israélien de la Défense a déclaré aujourd'hui que la personne choisie serait une cible pour une élimination par Israël. Mais Mojtaba Khamenei figure parmi les principaux candidats alors même que la guerre se poursuit et que de nombreuses questions demeurent sur l'avenir de l'Iran. Depuis la révolution, il n'y a eu qu'un seul transfert de pouvoir au poste de guide suprême après la mort de Rouhollah Khomeini, chef de la révolution et dirigeant du pays pendant la guerre Iran-Irak. Et puis, une dernière actualité pour boucler ce journal. Des chercheurs alertent sur la montée du niveau des eaux côtières, conséquence du changement climatique. Selon leurs analyses, ce phénomène pourrait menacer des dizaines de millions de personnes supplémentaires vivant dans des zones littorales à travers le monde. Les études mettent en avant l'importance de mesures préventives pour limiter les impacts sur les populations exposées. Une étude publiée mercredi dans la revue Nature, la montée du niveau des mers pourrait mettre en danger un nombre considérable de personnes, dépassant ainsi les prévisions initiales. Alors qu'ils ont examiné de nombreuses études et évaluations, les chercheurs estiment qu'environ 90% d'entre elles sous-estimaient la hauteur de référence des eaux côtières de 30 cm en moyenne. Nous constatons que le niveau moyen mondial des mers côtières mesurées est supérieur de 20 à 30 cm à celui généralement admis. Et cette différence est indépendante de l'âge du modèle géoïde. Et si nous voyons ensuite que le décalage est encore plus important dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et l'Indo-Pacifique, où nous observons des décalages pouvant atteindre plus d'1 mètre. Les chercheurs appellent donc les pouvoirs publics à la vigilance face aux évaluations qu'ils qualifient d'erronées. Leur utilisation entraînerait des problèmes dans la planification et le financement des mesures à prendre pour faire face aux effets du changement climatique. Pour les décideurs politiques et les gouvernements qui tentent de gérer les côtes vulnérables à travers le monde, en particulier dans ces zones sensibles où nous observons les plus grands écarts, notre étude est en quelque sorte un appel à l'action afin de s'assurer que les plans qu'ils ont actuellement sont basés sur des évaluations fiables. Selon le document, l'ajustement à une hauteur de référence plus précise pour les côtes signifie que si le niveau de la mer augmente d'un peu plus d'1 mètre, les eaux pourraient inonder jusqu'à 37% des terres supplémentaires et menacer 77 à 132 millions de personnes en plus. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre attention et très belle suite de programmes à vous.